Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Le grand jour que Trump attendait tant s'est transformé en véritable désastre. Tout s'effondre et les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est réellement passé et pourquoi cette journée est devenue un échec total pour l'ancien président. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Commençons. Le matin du 14 juin 2025 à Brooklyn Park, Minnesota, un silence lourd s'est installé. La nouvelle s'est répandue rapidement. Melissa Hortman, leader démocrate respectée de la Chambre législative de l'État, et son mari Mark ont été assassinés chez eux. Ce crime a choqué la communauté par sa brutalité et sa signification, une attaque contre la démocratie. Melissa, 55 ans, était connue pour sa voix ferme, défendant des réformes policières après la mort de George Floyd et des droits comme l'avortement. Sa mort n'était pas un crime ordinaire. Le gouverneur Tim Walz l'a qualifié d'assassinat politiquement motivé. Quelques heures plus tôt, le sénateur démocrate John Hoffman et sa femme Yvette ont été visés à Champlain, mais ont survécu après des chirurgies. La peur s'est emparée de l'État. L'assassin, Vance Bulter, 57 ans, s'est déguisé en policier avec un uniforme, un badge et un véhicule à gyrophare pour tromper ses victimes. À la maison de Hortman, la police, alertée à 3h35, a trouvé la voiture du suspect, mais Bulter a tiré sur les agents avant de s'enfuir à pied, laissant un manifeste et une liste de cibles, dont des démocrates comme Hortman et Hoffman. L'impact a été immédiat. Brooklyn Park a été confiné, et la police a demandé de vérifier l'identité des officiers via le 911. La communauté, voyant Melissa comme une leader accessible, a organisé des veillées. Une habitante en pleurs a déclaré qu'elle luttait pour un avenir meilleur. Les écoles ont fermé, mêlant deuil et tension face à un tueur en fuite. La tragédie a révélé une fracture aux États-Unis. La polarisation, exacerbée depuis le retour de Trump à la présidence en 2025, semblait nourrir la violence. Le manifeste de Bulter ciblait des progressistes. Trump a condamné l'attaque, promettant l'aide du FBI, mais ces mots semblaient faibles dans un pays divisé. La chasse à Bulter s'intensifiait avec drones, chiens et équipes du FBI fouillant les banlieues de Minneapolis. Des rumeurs le plaçaient dans le Midwest, augmentant l'anxiété. La police a trouvé des tracts anti-Trump dans sa voiture, mais ses motivations restaient floues. Était-il un loup solitaire ou lié à un réseau? Alors que la journée s'achevait, une question flottait. Comment un tel crime pouvait-il ébranler le grand jour promis par Trump? Quelque chose s'effondrait, et le Minnesota n'était que le début. Le 14 juin 2025, 79e anniversaire de Donald Trump, devait être le grand jour de sa présidence. Mais à Los Angeles, c'était le chaos. Alors que le Minnesota pleurait les assassinats de Melissa Hortman et son mari, la côte ouest s'enflammait de manifestations. Le mouvement Pas de jour de roi rejetait ce que beaucoup appelaient une dérive autoritaire de Trump. La réponse du gouvernement? Des marines arrêtant des civils, un acte qui a choqué la nation. La date n'était pas un hasard. Trump planifiait une parade militaire à Washington, inspirée des régimes comme la Corée du Nord. Tanks, avions et soldats devaient célébrer son anniversaire, mais ce plan a provoqué la colère. À Los Angeles, des milliers de manifestants, avec pancartes et mégaphones, criaient contre un culte de la personnalité. Pas de roi ici, résonnait dans les rues. Ce mouvement, organisé par des activistes des droits civiques, a gagné du terrain sur les réseaux, attirant jeunes, professeurs et vétérans. La réponse fut brutale. Pour la première fois depuis des décennies, des marines actifs ont été déployés contre des manifestations domestiques. Des soldats en camouflage patrouillaient, et des vidéos montraient des manifestants pacifiques menottés, certains traînés dans des vents anonymes. Un étudiant de 22 ans, Javier Ruiz, a été filmé arrêté pour une pancarte disant démocratie, pas dictature. Libéré plus tard, il portait des ecchymoses. Le Pentagone a confirmé une ordonnance exécutive de Trump autorisant les troupes pour des menaces à la sécurité nationale. Alexandria Ocasio-Cortez a dénoncé une atteinte à la Constitution. À Washington, la parade suivait son cours. Tanks et avions défilaient, Trump souriait depuis une tribune. Mais même là, des manifestants tentaient de briser les barrages, vite arrêtés. L'image d'un pays uni s'effritait.
À Los Angeles, des incendies éclataient à Hollywood, des magasins étaient pillés. La police locale, débordée, blâmait les troupes fédérales. Une leader communautaire, Maria González, a tenté de négocier, sans succès. Ils ont traité notre ville comme une zone de guerre, a-t-elle dit en larmes. Alors que Trump parlait de loi et d'ordre, les réseaux montraient la répression. Le mouvement Pas de jour de roi se propageait, et une question grandissait, jusqu'où Trump irait-il pour garder le contrôle? Quelque chose de plus grand approchait. Le 15 juin 2025, le chaos du Pas de jour de roi s'est intensifié à Los Angeles. Alors que les rues fumaient encore après les manifestations réprimées par les Marines, une nouvelle a secoué le pays. Le sénateur californien Alex Padilla a été arrêté pour avoir posé des questions sur l'usage des troupes contre les civils. La scène, diffusée en direct par un journaliste indépendant, a attisé la colère dans un pays déjà divisé. Padilla, défenseur des droits civils, était à une conférence de presse. Il a interrogé Kristi Noem, envoyée par Trump pour superviser la sécurité, sur la légalité des arrestations par les Marines. Sa question à peine posée, des agents fédéraux l'ont menotté, sous les regards stupéfaits. L'accusation? Obstruction de l'ordre public. La vidéo a enflammé les réseaux, avec des hashtags comme Libérez Padilla. Noem, dans un discours, a qualifié les manifestations d'insurrection, disant que les troupes libéraient Los Angeles des anarchistes. Mais ses propos contredisaient les faits. Padilla n'incitait pas à la violence, et des images montraient une ville sous contrôle militaire, pas sécurisée. Cette désinformation alimentait la méfiance. Il ment ouvertement, a dit une manifestante à la CNN. L'arrestation était vue comme une tentative de réduire l'opposition au silence. Chuck Schumer a dénoncé un théâtre politique, et même la républicaine Lisa Murkowski s'est inquiétée. Arrêter un sénateur pour des questions est dangereux. Le gouvernement présentait les troupes comme libératrices, mais les habitants décrivaient une occupation, avec des fouilles arbitraires. La bataille pour la vérité s'intensifiait. Le gouvernement parlait d'anarchistes financés, sans preuve, tandis que des vidéos montraient des gaz lacrymogènes contre des foules pacifiques. Un rapport fuité du département de la justice suggérait que l'ordre d'arrêter Padilla venait de la Maison-Blanche, renforçant les accusations d'autoritarisme. Trump a défendu Noem, la qualifiant de patriote, et traité Padilla de hors-la-loi. Los Angeles ressemblait à une ville assiégée, avec des magasins fermés et un couvre-feu. Des veillées pour Padilla s'organisaient, avec des bougies et des pancartes. Sa famille a assuré qu'il allait bien, mais qu'il ne se tairait pas. Le pays était divisé, pour certains, Trump rétablissait l'ordre, pour d'autres, il écrasait la démocratie. Le Minnesota cherchait toujours l'assassin de Hortman, et Los Angeles faisait face à sa crise. Une question grandissait, jusqu'où le gouvernement irait-il pour contrôler le récit? Quelque chose de plus grand se préparait. Le 16 juin 2025, les États-Unis bouillonnaient. Les assassinats dans le Minnesota, la répression à Los Angeles et l'arrestation d'Alex Padilla enflammaient le pays. Au centre de la tempête se tenait Donald Trump, dont la rhétorique violente attisait les flammes. Ces mots, répétés dans des rassemblements et à la télévision, n'étaient pas nouveaux, mais leurs conséquences se propageaient comme jamais. Trump avait un passé d'incitation à la violence. En 2016, il disait à ses partisans, « Si quelqu'un lance des tomates, frappez fort, je paie les frais légaux. » En 2020, il a félicité des manifestants armés envahissant le Capitole du Michigan, les appelant bons patriotes. En 2025, il a durci le ton. À Ohio, avant le pas de jour de roi, il a déclaré « Les démocrates sont des traîtres, le peuple doit agir. » Ces mots résonnaient chez ses partisans radicaux. La presse était aussi visée. Trump traitait les journalistes d'ennemis du peuple presque chaque semaine. Au Texas, en mai 2025, il a pointé des reporters en disant « Ces menteurs méritent ce qui arrive. » Peu après, un journaliste de NBC a été attaqué à Dallas. Les menaces contre la presse augmentaient, un rapport de Freedom House montrant un triplement des attaques depuis le retour de Trump. Sa rhétorique créait une culture de violence. Dans ces rassemblements, des partisans portaient des t-shirts disant Dieu, armez Trump. Le nationalisme chrétien évangélique, voyant Trump comme un élu, gagnait en force. Des pasteurs comme Greg Locke appelaient les opposants démons à combattre.
Le manifeste de l'assassin du Minnesota, Vance Bulter, citait Trump et parlait de guerre sainte. Les conséquences étaient évidentes. Les meurtres de Hortman, la répression à Los Angeles et l'arrestation de Padilla s'enracinaient dans la polarisation attisée par Trump. Une étude de Princeton de 2025 montrait un lien direct entre sa rhétorique et les crimes de haine. Les mots ont du pouvoir, disait l'auteur Sarah Klein. Trump niait toute responsabilité. Sur Fox News, il affirmait « Je dis la vérité, si certains s'énervent, ce n'est pas ma faute ». Il promettait de protéger ses partisans, disant à Iowa « Si quelqu'un est arrêté pour notre cause, je paie les avocats ». Cela sonnait comme une incitation. Les protestations s'amplifiaient, le Minnesota traquait Bulter, et Los Angeles réclamait Padilla. Une question pesait, que déclencherait encore ces mots incendiaires? Le grand jour de Trump s'effondrait, et le pire approchait. Le 14 juin 2025, Washington était méconnaissable. La Pennsylvania Avenue, ornée de drapeaux américains, semblait un théâtre plus qu'une capitale démocratique. C'était le 79e anniversaire de Donald Trump, coïncidant avec le Flag Day, transformé en démonstration de pouvoir. Une parade militaire avec tanks, avions et soldats célébrait non seulement la bannière, mais surtout le président, dans un culte de la personnalité flagrant. L'événement était présenté comme un hommage à l'Amérique, mais Trump en était le centre. Des drapeaux à son effigie flottaient à côté des étoiles et rayures. Des panneaux proclamaient Trump 2025, le grand retour. Cette appropriation du drapeau choquait. Le Flag Day concerne notre pays, pas un homme, disait un vétéran à la NPR. Mais pour les partisans, c'était le jour de glorifier leur leader. La parade a débuté à midi. Des tanks M1 Abrams grondaient, suivis de soldats impeccables. Des F-35 déchiraient le ciel, laissant des traînées colorées. Trump, sur une tribune dorée, saluait la foule. Ses partisans, en bonnet rouge, criaient joyeux anniversaire, roi Trump et chantaient des hymnes patriotiques mêlés de louanges. La scène évoquait des dictateurs comme Kim Jong-un, avec une dévotion sectaire. Le comportement de Trump rappelait les figures autoritaires. Comme un César, il a promis d'écraser les ennemis de l'Amérique dans un discours d'1 heure. « Personne n'aime ce pays plus que moi », clamait-il. L'historien Timothy Snyder avertissait, ce n'est pas un leadership démocratique, c'est de l'adoration exigée. La parade, coûteuse, a suscité des critiques de Bernie Sanders. À Washington, les partisans semblaient ignorer les crises. Le Minnesota traquait l'assassin de Hortman, Los Angeles était sous couvre-feu, mais des familles venues d'Ohio ou du Texas voyaient la parade comme un pèlerinage. Il est notre sauveur, disait une femme avec une pancarte de Trump couronné. La presse internationale était stupéfaite. The Guardian parlait de spectacle autoritaire. À la CNN, on débattait d'une démocratie illibérale. Pourtant, la base de Trump se renforçait, croyant qu'il protégeait l'Amérique. Alors que les feux d'artifice illuminaient Washington, les fissures du pays s'élargissaient. La parade, censée être le grand jour de Trump, révélait une nation divisée. Quelque chose de plus grand se préparait, et le culte de Trump rendait l'avenir incertain. Le 16 juin 2025, alors que les États-Unis étaient secoués par des crises, la vie continuait pour des millions d'Américains. Pendant que les tanks défilaient à Washington et que les manifestants affrontaient les Marines à Los Angeles, une publicité résonnait à la radio, à la télévision et sur les réseaux, « Démarrez votre entreprise avec Shopify ». Cette annonce semblait hors contexte, mais elle était calculée. Avec une économie instable et un chômage en hausse dû à la polarisation, beaucoup cherchaient des solutions. Shopify proposait une plateforme simple pour créer des boutiques en ligne. Soyez votre propre patron, montrait l'annonce, avec une jeune femme de l'Ohio transformant sa passion pour les bougies en succès. En temps de crise, l'entrepreneuriat était une porte de sortie. Fondée au Canada en 2006, Shopify aidait des millions de petites entreprises en 2025. Sa plateforme permettait à quiconque, sans compétences techniques, de lancer une boutique en minutes, avec des outils comme le panier d'achat, l'intégration aux réseaux sociaux et des paiements faciles. Que vous vendiez des t-shirts ou des gâteaux, Shopify vous ouvre le marché mondial, promettait l'annonce, montrant des entrepreneurs heureux. Le contexte économique favorisait ce message.
La pandémie de 2020 avait boosté le commerce, et l'instabilité de 2025 renforçait la tendance. Les petites entreprises avaient besoin d'une présence en ligne. En 2024, Shopify avait traité 700 milliards de dollars de ventes. Un commerçant de Minneapolis, touché par le meurtre de Hortman, témoignait « Shopify a sauvé mon rêve malgré le chaos ». Le marketing de l'entreprise brillait, avec des témoignages authentiques, des couleurs vives et une musique entraînante. Sur les réseaux, des influenceurs montraient comment créer une boutique rapidement. Le hashtag Shopify Success partageait des histoires de succès face à la crise. Mais derrière cet optimisme, la réalité pesait. Shopify promettait la liberté financière, mais le pays vivait sous couvre-feu et division. L'arrestation de Padilla et la rhétorique de Trump montraient un gouvernement autoritaire. Alors que l'annonce se terminait avec Shopify, votre succès commence maintenant, les écrans revenaient aux images de Marine et de veillée pour Padilla. La pause publicitaire s'achevait, mais la tension restait. Le rêve américain vendu par Shopify semblait loin, et la crise continuait. Le 17 juin 2025, le monde retenait son souffle. Alors que les États-Unis affrontaient des crises internes, une tempête éclatait au Moyen-Orient. Israël, avec l'accord implicite des États-Unis, a lancé des attaques massives contre l'Iran, ciblant des sites nucléaires et des bases militaires. Cette escalade, tuant des leaders iraniens, mettait le monde au bord de la guerre. Les États-Unis, niant une implication directe, étaient au cœur de la crise. Le 13 juin, 200 avions israéliens ont frappé sensibles, dont l'usine d'uranium de Natanz et des résidences militaires. Netanyahou a qualifié l'opération de vitale pour stopper un Iran nucléaire. L'Iran a riposté avec 100 drones et missiles, en grande partie interceptés. 3 morts en Israël, des dizaines en Iran, dont le commandant Mohammad Baghri. Le rôle américain était controversé. Le secrétaire d'État Marco Rubio affirmait qu'Israël agissait seul, mais 3 destroyers, USS Bulkley, USS Cole et USS Thomas Hübner, dans la Méditerranée, ont abattu des missiles iraniens. Un officier a confirmé à NBC un soutien défensif, contredisant Rubio. L'accord implicite pour les attaques alimentait les débats. Trump, malgré des négociations nucléaires avec l'Iran, n'a pas stoppé Israël. Il a salué l'opération, vantant l'équipement américain. Des alliés comme Tucker Carlson mettaient en garde contre une guerre ruinant sa présidence. L'Iran promettait une punition sévère, accusant les États-Unis. Les destroyers symbolisaient l'engagement américain. L'USS Thomas Hübner, capable d'intercepter des missiles, se rapprochait de l'Est. Avec 40 000 soldats dans la région, les États-Unis se préparaient. À l'intérieur, la crise compliquait le grand jour de Trump. Les protestations, l'arrestation de Padilla et la chasse à Bolter s'ajoutaient à la pression. À Los Angeles, des cris de pas de guerre avec l'Iran résonnaient. Alors que la nuit tombait, l'Iran planifiait des attaques depuis l'Irak et Israël promettait d'autres frappes. Trump faisait face à un test décisif. Que arriverait-il ensuite ? Le 18 juin 2025, la guerre Ukraine-Russie, qui durait depuis plus de 3 ans, revenait sous les projecteurs à cause de Trump. En 2024, il avait promis de résoudre le conflit en 24 heures. 5 mois après sa prise de fonction, cette promesse était un échec, révélant des contradictions qui ébranlaient sa crédibilité. Trump vantait sa relation avec Poutine comme la clé de la paix. « Je connais Vlad, il m'écoute », disait-il dans le Michigan. Mais en 2025, la guerre empirait. Kharkiv était bombardée, la Russie avançait à Donetsk avec 600 000 soldats. L'Ukraine résistait, mais à un coût humain énorme. En mai 2025, Trump a qualifié sa promesse de sarcasme, choquant alliés et adversaires. Zelensky a dénoncé une irresponsabilité alors que des milliers mouraient. L'opposition américaine l'accusait de duper les électeurs. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, refusait de condamner la Russie, disant « Nous voulons la paix, pas désigner de méchants ». Cela a irrité l'Europe, où Macron avertissait que la neutralité affaiblissait l'OTAN. Trump parlait directement à Poutine, le félicitant sur Truth Social pour sa force, ce qui indignait. Des rapports indiquaient 3 appels entre eux depuis janvier, suscitant des soupçons. La guerre tuait 30 000 personnes par mois, selon l'ONU. L'Ukraine réclamait des armes, mais le soutien américain faiblissait.
Aux États-Unis, cet échec s'ajoutait au chaos. La parade de Trump, les protestations à Los Angeles et la crise iranienne détournaient l'attention, mais l'Ukraine pesait lourd. Des manifestants à Washington brandissaient des drapeaux ukrainiens, criant que Trump trahissait la liberté. La chasse à Belter et l'arrestation de Padilla amplifiaient le sentiment d'un pays à la dérive. Alors que des bombardements frappaient Kiev, Trump préparait un discours sur la paix mondiale. Ces mots seraient-ils crédibles? Le grand jour s'effondrait, et le monde attendait le prochain mouvement. Le 19 juin 2025, les États-Unis semblaient dans un cauchemar. Le grand jour de Trump s'écroulait sous les crises. Mais le plus grand conflit était une guerre contre la réalité. Trump manipulait la vérité si systématiquement que beaucoup ne savaient plus que croire. Le gaslighting était constant. Après les meurtres dans le Minnesota, il traitait le tueur de fou isolé, ignorant son manifeste citant sa rhétorique. À Los Angeles, il parlait de paix pendant que les marines arrêtaient des civils. Sur l'arrestation de Padilla, il disait n'être au courant de rien, malgré les vidéos. Kristi Noem accusait la presse d'inventer des crises. Trump rejetait toute responsabilité, blâmant les gouverneurs démocrates, traitant Minneapolis et Los Angeles de nid de crime. Pourtant, ses ordres envoyaient des troupes, aggravant la violence. À Miami, il critiquait les démocrates faibles, tout en détournant des fonds pour sa parade. Les attaques contre les institutions étaient pires. Les journalistes étaient arrêtés, les médias critiques subissaient des pressions. Padilla et d'autres, comme Ilhan Omar, faisaient face à des enquêtes pour des accusations floues. Le département de la justice, sous contrôle de ses alliés, ciblait les opposants, sapant la confiance. La distorsion suivait un schéma. Trump niait l'implication dans l'Iran, malgré les destroyers actifs. Sa promesse ukrainienne devenait sarcasme. Chaque mensonge était couvert par d'autres, et ses partisans y croyaient. Trump dit la vérité cachée par la presse, disait un partisan dans l'Ohio. Mais la résistance grandissait. Les protestations dénonçaient les mensonges. Le Minnesota pleurait hortement, Los Angeles réclamait Padilla. En Europe, Annalena Baerbock condamnait les attaques contre la démocratie. Alors que Trump promettait d'unir le pays, une question pesait, que restait-il de la démocratie? La réalité frapperait-elle bientôt? Le 20 juin 2025, les États-Unis étaient méconnaissables. Le grand jour de Trump s'était effondré dans un enchaînement de crises. Les assassinats dans le Minnesota, la répression à Los Angeles, l'arrestation de Padilla, les conflits au Moyen-Orient et les promesses non tenues en Ukraine montraient un pays au bord du gouffre. Mais une vérité résistait, la démocratie appartient au peuple, pas à un leader. Maintenant, le peuple devait agir. La résistance démocratique s'amplifiait. À Minneapolis, des bougies pour hortement éclairaient des visages déterminés. À Los Angeles, des foules exigeaient la libération de Padilla, défiant les marines. Ce pays est à nous, pas à un roi, disait une pancarte à Washington. La démocratie, bien que blessée, vivait encore. La lutte demandait des faits. Le journalisme indépendant révélait la vérité, montrant les marines arrêtant des civils, les destroyers dans la Méditerranée et les mensonges sur l'Ukraine. Des plateformes comme ProPublica, accessibles en ligne, combattaient la désinformation. Sans fait, pas de liberté, disait une éditrice de la NPR, menacée pour ses reportages. La mobilisation civique était cruciale. Voter, manifester, s'organiser devenaient des impératifs. À Minnesota, des réseaux protégeaient les activistes. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Demandait une étudiante à Chicago. L'engagement, des réunions locales aux pétitions, était une arme contre l'autoritarisme. Le soutien au journalisme indépendant était vital. La vérité a un coût, disait une campagne de The Guardian, appelant à des dons pour des enquêtes libres. Chaque dollar garde la démocratie vivante, promettait le Washington Post. Sans cela, la désinformation de Noem ou de Trump dominerait. La bataille ne faisait que commencer. La chasse à Belter, les tensions avec l'Iran et la guerre en Ukraine persistaient. Trump préparait des rassemblements, ses partisans l'adoraient. Mais le peuple s'organisait, convaincu que l'Amérique appartenait à tous. Alors que de nouvelles manifestations se préparaient, les journaux promettaient de tout couvrir. La question résonnait,
Que feriez-vous pour sauver la démocratie? Le prochain chapitre dépendait de tous. Le 21 juin 2025, le chaos aux États-Unis a atteint un nouveau sommet. Alors que le gouvernement de Trump intensifiait la répression, des villes comme Los Angeles et Minneapolis ont choisi la résistance. Les maires, soutenus par leur communauté, ont déclaré leur ville sanctuaire de liberté, défiant les ordres fédéraux de couvre-feu et d'intervention militaire. Cette désobéissance civile a marqué le début d'une rébellion urbaine qui menaçait le contrôle de Trump. À Los Angeles, la maire Karen Bass a annoncé qu'elle ne suivrait pas les directives de Washington. Nous ne laisserons pas les Marines traiter nos citoyens comme des ennemis, a-t-elle proclamé lors d'une conférence bondée. La ville, encore secouée par l'arrestation du sénateur Alex Padilla, a vu des foules descendre dans les rues pour soutenir. Des quartiers entiers se sont organisés pour protéger les manifestants, offrant nourriture, eau et abri contre les arrestations. À Minneapolis, le maire Jacob Frey a suivi, qualifiant la chasse à Vance Bulter de diversion pour justifier la répression. Nous ne serons pas complices, a-t-il affirmé. Une coalition de maires a vu le jour. Les dirigeants de Seattle, Chicago et New York ont signé un pacte pour résister à la militarisation. Nommée Alliance pour les libertés, elle promettait de protéger le droit de manifester et de garantir des élections locales sans ingérence fédérale. La solidarité populaire grandissait. À Chicago, des églises ouvraient leurs portes aux manifestants, tandis qu'à Seattle, des chauffeurs de bus refusaient de transporter des prisonniers. Ces actes montraient un peuple uni contre une tyrannie perçue. Trump a réagi avec rage. Sur Fox News, il a traité les maires de traîtres et menacé d'envoyer plus de troupes. S'ils veulent le chaos, ils l'auront, a-t-il dit. Le département de la sécurité intérieure a annoncé des plans pour fédéraliser la garde nationale dans les États rebelles, augmentant la peur de confrontation. Mais la résistance s'amplifiait. À Los Angeles, des volontaires utilisaient des applications pour signaler les mouvements des Marines, tandis qu'à Minneapolis, des artistes peignaient des fresques pour Melissa Hortman, transformant la douleur en lutte. La rébellion révélait la fragilité du pouvoir de Trump. Alors qu'il gérait la crise iranienne et les critiques sur l'Ukraine, les villes devenaient des symboles d'espoir, mais aussi de danger. Des milices pro-Trump émergeaient, promettant d'attaquer les sanctuaires. En Ohio, un groupe armé a été arrêté avant d'assiéger une mairie. La polarisation devenait explosive. La presse indépendante, malgré la censure, couvrait la résistance. Un reporter de ProPublica, caché à Los Angeles, a diffusé en direct des barricades pacifiques. Ces images ont inspiré d'autres villes à rejoindre l'Alliance. Même à Washington, des manifestations défiaient la narrative de la parade militaire. Alors que la nuit tombait, la tension montait. Trump préparait un décret pour punir les villes rebelles, mais les maires promettaient de tenir bon. La crise au Moyen-Orient s'aggravait, et la chasse à Bulter restait infructueuse. Le pays était divisé entre ceux voyant Trump comme un sauveur et ceux luttant pour la liberté. Que se passerait-il lorsque les troupes atteindraient les sanctuaires? La rébellion ne faisait que commencer. Le 22 juin 2025, le gouvernement de Trump faisait face à une crise inattendue, la trahison de ses alliés. Alors que les villes se rebellaient et que le monde suivait l'escalade iranienne, le cercle rapproché du président se fissurait. D'anciens conseillers et républicains influents dénonçaient corruption et autoritarisme, ébranlant la narrative du grand jour et divisant même sa base fidèle. La bombe a explosé avec un article de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, dans le Wall Street Journal. Il accusait Trump d'avoir ordonné l'arrestation d'Alex Padilla pour des raisons personnelles et d'ignorer les alertes sur le Moyen-Orient. Trump est hors de contrôle, écrivait-il. Alyssa Farah Griffin, ex-porte-parole, a révélé des réunions secrètes où Trump envisageait de suspendre les élections locales dans les villes rebelles. Ces accusations ont stupéfié le pays. La crise de loyauté s'étendait. Les sénateurs républicains Mitt Romney et Susan Collins participaient à des réunions discrètes pour limiter Trump. Un leak révélait que certains envisageaient de soutenir un impeachment si la répression des sanctuaires s'aggravait. Les démocrates, menés par Nancy Pelosi, collectaient des preuves d'abus de pouvoir, comme l'usage des marines contre les civils. L'impeachment, jadis impensable, gagnait du terrain. La base de Trump se fracturait. Dans les rassemblements,
des partisans fanatiques acclamaient Trump, mais d'autres, désabusés, doutaient. En Iowa, un fermier à la CNN disait « Il promettait la paix, mais je ne vois que la guerre ». Son message félicitant Poutine et sa neutralité en Ukraine irritait les conservateurs anti-Russie. Même le nationalisme chrétien montrait des fissures, certains pasteurs appelant à la modération. Les dénonciations galvanisaient la résistance. À Los Angeles, des pancartes citaient Bolton, tandis qu'à Minneapolis, l'Alliance pour les libertés utilisait ses révélations pour rallier d'autres villes. The Intercept publiait des transcriptions où des conseillers admettaient manipuler les informations sur l'Iran. La guerre contre la réalité de Trump affrontait ses propres soldats. Trump ripostait par des attaques. Sur Truth Social, il traitait Bolton de traître et Griffin d'échec. Il promettait de nettoyer son parti, mais son ton semblait désespéré. La chasse à Bolter piétinait, et l'Iran menaçait les bases américaines. La Maison-Blanche était un château assiégé. À la nuit, des rumeurs parlaient d'une démission forcée de proches comme Kristi Noem. Les républicains modérés craignaient de perdre les midterms si Trump restait. À Washington, une veillée réclamait Padilla, tandis qu'en Ohio, des manifestants affrontaient des milices pro-Trump. Le pays frôlait l'effondrement politique. Que ferait Trump pour sauver sa présidence? Comment sa base réagirait-elle aux trahisons? La rébellion des villes et la crise internationale ne laissaient aucun répit. Le grand jour était en ruine, et le prochain mouvement pourrait changer l'histoire américaine à jamais. Et voilà, les amis. Comme vous avez pu le voir, ce qui devait être le grand jour de Trump s'est transformé en véritable échec. Tout s'est effondré et rien ne s'est passé comme il l'espérait. Cette situation montre comment les choses peuvent changer rapidement en politique et comment nos plans ne se déroulent pas toujours comme nous le voulons. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Laissez vos commentaires juste en dessous, je les lis tous et je réponds toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun nouveau contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.